Et à peine ouverte, c'est une tradition, on part ailleurs. C'est aussi comme ça que sont construites depuis très longtemps ces rencontres du commerce associé, prendre un peu d'oxygène ailleurs. On va aller aux confins de la philosophie et de l'économie. Notre premier intervenant est professeur de philosophie de formation. D'ailleurs, il enseigne toujours. Il est ce qu'on appelle un intellectuel. En tous les cas, c'est ce que sa fiche Wikipédia dit de lui. Il a travaillé auprès de Christine Lagarde. Il a travaillé à la Baird. Et depuis 2013, il préside un think tank baptisé Génération Libre, qui est ouvertement d'obédience libérale. En tous les cas, c'est ce qu'il revendique. Un think tank qui est très écouté. Sa proposition phare du moment, peut-être en avez-vous entendu parler, c'est notamment l'idée de quelque chose qui ressemblerait à un revenu universel. Il s'appelle Gaspard Koenig et il est avec nous pour 45 minutes. Gaspard, vous pouvez l'encourager, mais oui, mais oui, mais oui. Bonjour à tous. Méfions-nous des fiches Wikipédia. Oh, c'est flatteur intellectuel. Il y a pire. Ah bon. En tout cas, c'est un mot que la France a inventé. Et puisque votre président parlait des bougies du 19e siècle et de l'ampoule électrique qui a remplacé les bougies, je ne peux pas m'empêcher de vous citer ce passage que vous connaissez peut-être de Frédéric Bastiat, auteur libéral pour le coup de la moitié du 19e, où il avait écrit une pétition des fabricants de chandelles contre le soleil, qui, disait-il, leur faisait une concurrence déloyale. Et donc, il se moquait du raisonnement des corporations en général. Et ces fabricants de chandelles demandaient au gouvernement de faire une loi pour imposer aux citoyens de fermer leurs volets lorsque le soleil brille. Alors, j'espère que vous serez patient avec moi, surtout qu'on en a pour 45 minutes. Parce que je suis vraiment un candide dans le champ des coopératives, dont je ne connaissais à peu près rien quand on m'a demandé de faire cette intervention. Mais finalement, peut-être pour vous, est-ce aussi instructif de voir comment quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose peut rentrer un peu dans cet univers. J'ai quand même essayé de jouer le jeu, donc je ne vous parlerai pas d'autre chose en faisant semblant de le rattacher aux coopératives. J'aurais pu faire 45 minutes sur l'intelligence collective, mais je pense que ça aurait été tout de même un peu factice. Donc au moins, j'ai essayé. Et alors, vous m'excuserez, je mets tout le monde dans le même sac, coopératives de consommation, de producteurs, etc. C'est déjà assez compliqué de comprendre les coopératives. Donc pour les détails, on verra l'année prochaine si vous le voulez bien. Alors, c'était d'ailleurs particulièrement contre-intuitif pour moi, parce qu'en tant que libéral, d'abord, l'économie sociale et solidaire ne me fait pas rêver. Je suis plutôt un partisan du capitalisme dur. Et puis aussi en tant que libéral, plutôt un partisan de la loi Le Chapelier, qui en 1791 avait d'un trait aboli toutes les corporations, toutes les barrières à l'entrée. Donc je partais un peu de loin. Puis il y a 3 éléments qui m'ont convaincu de l'intérêt des coopératives, beaucoup d'autres bien sûr, mais d'abord les chiffres que m'ont donné votre président et que j'avoue je ne connaissais pas, vous les connaissez probablement, mais je vous les rappellerai parce que ça m'a vraiment surpris. Le fait que la France soit la 2e économie coopérative du monde, apparemment, premier en termes en nombre de membres et de clients, qu'il y ait 23 coopératives françaises dans le top 300, 2 dans le top 10, et que ces coopératives couvrent 3 grands secteurs, assurance, industrie agricole, alimentaire, commerce de gros et de détail. C'est vrai qu'on ne le sait pas souvent, et qu'au niveau mondial, les coopératives sont également tant développées que, selon une statistique, la vie de la moitié de la population de la planète en dépend. Bon. Donc, évidemment, il y a quelque chose de sérieux là-dedans. Et puis, un peu par hasard, des souvenirs personnels sont remontés à la surface et j'ai réalisé, chose que j'avais un peu oubliée ou à laquelle j'avais jamais prêté attention, que mon grand-père dirigeait une coopérative agricole qui était, je me suis renseigné un peu, l'UCASEL. L'Union, je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'était l'Union des coopératives agricoles de stockage et de vente d'Eure-et-Loire, où il était entré comme employé, et en 30 ans, il avait fini. Donc directeur, et ma mère, jeune fille, visitait les silos où on vérifiait l'état du grain. Et effectivement, le fait de mettre ce grain dans des silos collectifs permettait ensuite, à mon grand-père en l'occurrence, de négocier avec les Russes ce qu'aucun paysan laissé à ses propres moyens n'aurait probablement pu faire. Mais ce qui m'a frappé finalement en évoquant ces souvenirs, c'est que mon grand-père appartenait vraiment à la bonne bourgeoisie ébroïcienne, comme on dit des gens qui habitent à Évreux, étrangement. C'était les notables de la ville
qui faisaient des parties de chasse et qui manipulaient les élections municipales. Et allaient à la messe le dimanche. Des bourgeois. Et en même temps, l'idée de coopérative évoque un modèle complètement alternatif, un peu révolutionnaire. C'est le coopératisme, le mutualisme du XIXe siècle. Alors, comme si finalement cette forme très, très nouvelle, très contestataire au début, s'était installée et puis était devenue une forme reconnue, bourgeoise, de la vie économique et sociale. Puis en évoquant d'autres souvenirs, je me suis rappelé que dans les 3 ans où j'ai travaillé à la BERD, donc à la Banque européenne, nous avions financé des coopératives de grains en Ukraine, ou des banques coopératives en Arménie. Preuve que le modèle coopératif, effectivement, est crédible d'un point de vue financier, et puis est essaimé dans le monde, dans des pays en voie de développement, ou en tout cas, pas des pays OCDE. Et puis, troisième et dernier élément qui m'a convaincu, c'est que ne sachant pas trop quoi vous dire, j'avais décidé de renoncer et donc de lire le livre de Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie, qu'on ferait bien d'ailleurs d'inviter sur les plateaux davantage que le président de l'UNEF pour parler de la loi travail. Jean Tirole qui a écrit donc Économie du bien commun, que je vous recommande, puisque c'est un prix Nobel, pour une fois qu'on a un en économie, il serait utile d'en parler, qui parcourt un peu les différents domaines de la vie économique, sociale, les questions environnementales. Donc c'est très léger, mais en même temps c'est très sourcé, il y a des notes en bas de page partout, c'est très compréhensible, très instructif. Bon. Et le lisant, je vois qu'il y a 5 pages sur les coopératives, où il explique qu'au sein de l'économie de marché, il y a différentes formes de gouvernance, tout aussi légitimes les unes que les autres. Il en distingue 3, capitalistique, coopérative, et puis autogestionnaire. Et il écrit, je le cite, qu'une bonne organisation de la vie économique doit proposer un éventail des modes de gouvernance afin que la structure de chaque entreprise s'adapte aux défis posés par son contexte. Et en ce sens, il dit la bonne question qu'on doit se poser quand on choisit en quelque sorte un modèle d'entreprise, c'est est-ce que la décision doit revenir aux financeurs? Et à ce moment-là, on est dans l'économie capitalistique, ou est-ce que doit revenir aux salariés? Et à ce moment-là, on est dans l'économie coopérative. Et il se dit, mais c'est étrange finalement que les gens aient aussi majoritairement opté pour le modèle capitalistique. Et c'est véritablement lié à la question du financement et au fait que, comme vous le savez sans doute, dès qu'une entreprise a besoin de davantage de capital pour croître, quand elle est dans des marchés plus agressifs, eh bien, le modèle coopératif devient plus difficile. Il dit si un cabinet d'audit comme KPMG peut rester une coopérative, c'est essentiellement parce que c'est du capital humain et donc pas trop coûteux. Alors en même temps, il donne lui-même le contre-argument en citant un auteur qui s'appelle Henry Huntsman, qui explique que certaines coopératives ont beaucoup de capital physique, notamment Visa ou Mastercard. Et donc là, il introduit un autre critère, après celui du besoin en capital. Il dit soit il y a un besoin en capital fort, mais même s'il y a un besoin en capital fort, on peut toujours choisir d'être une coopérative, où le modèle coopératif est valide, quand il y a une forte, je cite, congruence entre les membres de la communauté, c'est-à-dire que les membres de la communauté se reconnaissent dans une même demande de service et avec des horizons de temps relativement comparables. Et j'y reviendrai s'agissant de la nouvelle économie. Voilà, donc il est clair qu'au niveau de la réalité économique comme de la théorie, c'est un modèle défini, parfaitement rationnel. Et je me suis posé 2 questions que j'aborderai avec vous ce matin, et je vais sans doute faire des erreurs, donc corrigez-moi. D'abord, on rattache toujours la coopérative, l'esprit coopératif à l'économie sociale et solidaire. Et donc, en ce qui me concerne, étant attaché à ce genre de concept, j'aimerais savoir en quoi elle se distingue du capitalisme ou ce qu'elle nous dit du capitalisme. Et puis deuxièmement, quel est son avenir dans la nouvelle économie. Alors, pour comprendre coopérative et capitalisme, je me suis appuyé sur un exemple concret d'une coopérative qui a eu beaucoup de succès dans l'histoire et dont je vous laisse la surprise du nom.
mais j'espère que certains vont le deviner au fur et à mesure que j'expose son histoire et ses principes que je pense vous reconnaîtrez. Alors cette coopérative a été fondée en 1869 par un certain Marcus. Et Marcus a mis son capital. Donc il avait un certain nombre de sociétaires qui sont restés dans sa famille jusqu'en 1912. Et en 1912, comme il avait besoin de s'agrandir, ils ont ouvert le capital, donc le capital social, à d'autres sociétaires. Avec ce principe, que vous connaissez sans doute, hélas pour vous, de unlimited liability, ça veut dire qu'on partageait sans doute les gains. Enfin, les gains allaient d'abord au capital de l'entreprise lui-même, puis ensuite pouvaient être redistribués sous forme de dividendes, mais que s'il y avait des pertes, à ce moment-là, les sociétaires étaient responsables sur leurs biens propres. Et comme c'est arrivé d'ailleurs une année, pouvaient perdre leur maison. La rémunération est donc à la fois la contribution du sociétaire au profit et une base fixe par rapport à sa part de capital. Donc là, on comprend bien du coup la notion de propriété de l'entreprise répartie entre les sociétaires. Voilà, puis donc la coopérative a des hauts et des bas, et soudain, dans les années 80, elle explose. Et elle devient, ce qui, je pense, est la plus puissante coopérative du monde, puisqu'elle fait un chiffre d'affaires de 38 milliards de dollars en 1986. Toujours selon le même principe, à partir du capital constitué de l'apport des sociétaires et grossi par les profits d'année en année. Mais les profits sont tellement colossaux que la coopérative passe de 200 millions de capital en 1980 à 1 milliard en 1986. Et donc, évidemment, la question qu'il se pose, puisqu'elle a besoin de croître encore et de se lancer dans de nouvelles activités, puisque quand on avance bien, eh bien si on s'arrête, on tombe, la question se pose, que j'imagine certains d'entre vous se posent aussi dans leur activité, la question c'est de devenir une société anonyme cotée, afin de pouvoir lever beaucoup plus de capital. Alors, ça avait déjà été évoqué dans les années 60, et puis voilà, ça revient à l'ordre du jour. Alors, en 1986, pendant 2 jours, on réunit dans une salle, c'est comme un conclave pour désigner le nouveau pape, les 100 sociétaires. Et ils sont tous assis en face du management, et le management fait sa proposition de devenir une société cotée. Et donc de mettre fin au statut de coopérative. Et j'ai lu donc, dans l'histoire de cette coopérative des dialogues qui, je pense, vous sont familiers. Alors j'ai essayé de recenser les arguments pour l'ouverture et les arguments contre, c'est-à-dire pour rester coopérative. Et vous reconnaîtrez un peu les problématiques soulevées par Tirole au début. Les arguments pour, c'est d'abord qu'il y avait besoin de se développer dans des activités qui nécessitaient beaucoup de capital et qu'on avait atteint la limite de ce que les sociétaires pouvaient apporter eux-mêmes. Ensuite, il y avait besoin de capital plus permanent. Or, le risque avec des sociétaires, c'est qu'ils retirent leur capital de manière aléatoire et non prévisible. Et puis, il y avait aussi un autre problème qui était celui de l'innovation. On disait finalement, dans ce système coopératif, on a du mal à développer un esprit d'entreprise très poussé. Puis il y avait des arguments contre, soulevés notamment par John, un des sociétaires historiques qui était là depuis 40 ans et qui expliquait que d'abord, une coopérative, ça avait un management, une manière de manager les hommes particulière. C'est une sorte, disait-il, de fraternité, où personne n'est au-dessus de la critique, où il n'y a pas un patron au sommet d'une hiérarchie, mais c'est plutôt fait en cercle concentrique, chaque sociétaire étant un cercle qui lui-même a des cercles, qui lui-même a des cercles. Que les sociétaires prenaient beaucoup de temps et d'intérêt dans le recrutement de nouveaux membres, que chaque nouveau sociétaire était interviewé par 20, 30 des sociétaires historiques, et que du coup, la structure restait très horizontale et en un sens très fluide. Que deuxièmement, une coopérative, eh bien, c'était une coopération, et que finalement, cette coopérative était gérée non pas avec 100 employés, mais comme 100 petites sociétés indépendantes, où chacun devait faire son chiffre d'affaires et contribuer donc au capital commun, au pot d'où tous tiraient leurs revenus. Troisièmement, en termes de culture, c'était une culture assez effacée, discrète par rapport à d'autres acteurs du même secteur. Puis ensuite, on entre dans les arguments un peu plus fondamentaux.
Disons d'abord, si on ouvre le capital, ça créerait, enfin si on passe en société anonyme, ça créerait une injustice générationnelle. Puisque d'abord, les anciens sociétaires toucheraient beaucoup, tout l'argent qui s'est accumulé, alors que les nouveaux auraient l'équivalent de leur petite part sociale, dans la mesure où la société était valorisée par un multiple de 3 de son capital. Et puis, il y a presque une injustice générationnelle plus fondamentale qui dit, en fait, on tirerait le bénéfice de toutes ces générations qui ont laissé s'accumuler le capital, et puis tout d'un coup, il y aurait, à un temps donné, voilà, ces 100 sociétaires qui sont là un peu par hasard et qui raflent la mise. Est-ce qu'il ne serait pas plus juste, au nom des générations futures, de continuer à perpétuer ce capital ? Et vous pouvez imaginer que dans ce débat, les anciens sociétaires, beaucoup des anciens sociétaires, pour des raisons, disons, de profit personnel, étaient plutôt ouverts et volontaires pour passer en société anonyme, et les nouveaux, étaient plutôt opposés. Et puis, il y avait l'argument cœur de la propriété, et un des sociétaires a dit une phrase qui, je pense, vous est familière, « Personne ne lave une voiture de location ». Et dans la mesure où chacun détient sa coopérative, détient l'entreprise, chacun en prend soin. Alors, comment se résout une telle question dans une coopérative ? Eh bien, par le vote, et préférablement par le consensus. Il y a eu des débats pendant 2 jours, des caucus qui se sont formés, les jeunes voulant voter contre les vieux, inversement. Bon. Et puis, finalement, le management a dû se plier à la décision de rester fermé en coopérative. Et néanmoins, la coopérative avait besoin de se développer, et donc elle a un peu miraculeusement réussi à trouver des investisseurs en capital qui acceptaient de ne pas prendre part à la gouvernance. Mais vous m'accorderez que c'est exceptionnel, que ça dépend de circonstances très particulières et que ce n'est pas un modèle réplicable. Alors de nouveau, 10 ans après, s'est posé la même question. Et là, comme la société avait grossi, il y avait de plus en plus de sociétaires, ils étaient 190. Et de nouveau, ils se sont réunis en conclave, et là, ils ont voté devant notaire, et ils ont voté pour l'ouverture en société anonyme. Est-ce que quelqu'un a l'idée de la coopérative à laquelle je pense ? Celui qui trouve gagne le droit de revenir l'année prochaine, ce qui est quand même un privilège rare. Vous vous êtes battu pour être là. Si vous voulez être sûr d'être là l'année prochaine, non. Est-ce qu'il faut franchir l'Atlantique ? Oui. Oui. Voilà, c'est Goldman Sachs. Et je trouvais, c'est Tirole qui m'a mis sur le chemin parce que dans une note en bas de page de ce passage sur les coopératives, il parle de Goldman Sachs dans le modèle coopératif, ce qui est tout de même pas très intuitif. Mais il dit finalement, Goldman Sachs, le partnership des banques d'investissement, c'est exactement le modèle des sociétaires. Et d'ailleurs, il explique que cette introduction en bourse, en 1998, a fait perdre de vue l'intérêt du client et a mené à une gestion à court terme, reprenant un argument familier du secteur coopératif. Et donc, et dans ces arguments, on évoquait aussi le fait que Goldman Sachs, en tant que partnership, avait, jusqu'à son ouverture, une véritable éthique, refusait de prendre part à des OPA hostiles, avait une vision de long terme qui protégeait ses clients. Et qu'elle remplissait ainsi à peu près tous les critères énoncés dans la Déclaration sur l'identité internationale des coopératives, que je lis sous la plume de l'Alliance coopérative internationale. Premier principe d'une adhésion volontaire, ouverte à tous, bon, évidemment avec la procédure de sélection des partenaires, d'un pouvoir démocratique exercé par les membres, et c'est très net dans l'événement du vote. Principe de participation économique des membres, et effectivement, quand on devenait partenaire à Goldman Sachs, on devait payer. Principe d'autonomie et d'indépendance, c'était naturellement une banque extrêmement, fermée et autonome. Bon, et puis ensuite, il y a d'autres principes, engagement vers la communauté, je ne sais pas si ça remplit complètement le critère, mais en tout cas, je trouvais intéressant de voir qu'une des banques d'investissement les plus haïes du monde, toujours représentées comme des pilleurs, des profiteurs capitalistes, était en fait, jusqu'à une époque assez récente, fonctionnait selon le principe de la coopérative. Et j'en conclus naïvement, intuitivement, que clairement, la coopérative, le principe coopératif,
est au cœur du capitalisme. Il n'y est ni une alternative ni une opposition. Que Goldman Sachs soit une coopérative montre bien que c'est une autre manière de faire du capitalisme, mais que c'est ni plus ni moins du capitalisme. Et alors, pour mieux comprendre cette histoire de capitalisme, pas capitalisme, je vais me permettre de revenir, j'espère que je ne vais pas vous rabattre des choses que vous connaissez déjà, aux origines un peu philosophiques de l'idée de coopérative. Et pour ça, je vais me baser sur, et c'est aussi pour ça que ça m'intéressait de faire ce travail sur les coopératives, parce qu'on en parle beaucoup et que je ne l'avais jamais vraiment lu en détail, qui est Proudhon. Et Proudhon est l'auteur du mutualisme. Et c'est celui qui est toujours cité quand on parle des coopératives. Et on dit un peu tout de Proudhon. On dit que c'était un libéral non capitaliste, c'est la thèse de Monique Cantos-Perber, comme quoi Proudhon était en fait à initier la tradition du libéralisme de gauche qui va, disons, jusqu'à Pierre Bérégovoy en passant par Léon Blum, qui était un libéralisme de gauche anti-centralisateur, qui détestait l'État. Ou, et c'est la thèse de Michel Onfray, que Proudhon était un capitaliste non libéral. Bon, on peut dire un peu ce qu'on veut avec ces termes-là. Et qu'il avait initié, je cite Onfray, une organisation alternative du capitalisme, libertaire, en réseau, un anarchisme positif, etc., etc. Donc, quels sont vraiment, quand on regarde dans les textes de Proudhon, quelle est sa définition du mot qu'il a inventé, je crois, qui était peut-être pas tout à fait, mais enfin en tout cas, dont il a popularisé le concept, qui est le mutualisme, et qui est exactement cette idée d'être que l'employé ou le client est propriétaire de sa propre entreprise. Alors, Proudhon, bon, 19e siècle, né à Besançon, un des rares auteurs sociaux du 19e qui soit lui-même issu d'un milieu populaire, sinon le seul, père tonnelier, mère cuisinière, travaille dans les imprimeries, a des lectures très éclectiques, puisqu'il lit à la fois les révolutionnaires et Adam Smith et Bastiat, qu'il respecte. Bon, député, emprisonné, enfin une vie foisonnante, je ne sais pas si vous voyez un peu son visage austère, barbu, un peu décoiffé, un peu avec des petites lunettes rondes à la Trotsky. Et puis c'est en travaillant à Lyon, dans l'imprimerie, qu'il voit les associations mutuelles ouvrières et qu'il a cette espèce de révélation du mutualisme comme une troisième voie entre capitalisme et socialisme, qui était populaire à l'époque. Théorise l'idée d'une banque du peuple, donc des premières banques mutualistes, tente de la créer, échoue, enfin, et essayer. Et donc son idée, c'est vraiment de créer une troisième voie. Il a toujours été opposé, et là je fais une parenthèse, peut-être la phrase de Proudhon que vous connaissez, que tout le monde connaît, c'est « la propriété, c'est le vol ». Bon, en fait, c'est une phrase idiote qu'il a malheureusement écrite, mais qu'il a toujours regrettée. Et quand vous prenez sa théorie de la propriété, qui est parue à titre posthume en 1862, c'est en fait un éloge de la propriété privée. Parce que Proudhon, en vrai anarchiste, considère que la propriété privée est le rempart absolu contre toute puissance extérieure, étatique ou autre. Et qu'en ce sens, je le cite, la propriété est la plus grande force révolutionnaire qui existe et qui se puisse opposer au pouvoir. Parce que quand vous avez votre propriété garantie, vous êtes souverain de vous-même et de vos possessions. Donc, oublions que la propriété, c'est le vol, c'est pas ça du tout. Du coup, il était très opposé au modèle communiste des phalanstères, populaire à l'époque, où chacun partage les richesses en abolissant le commerce et le profit. Pas du tout. Ça, il dit, c'est de nature stérile, car c'est une entrave à la liberté du travailleur. Il a connu Marx, ils ont beaucoup discuté ensemble, et quand Proudhon a écrit une philosophie de la misère, Marx lui a répondu avec une misère de la philosophie, qui est le seul texte écrit en français de Marx d'ailleurs, où il condamne violemment Proudhon. Et on comprend pourquoi. D'abord parce que Proudhon n'a jamais été un révolutionnaire au sens où il ne pensait pas qu'une révolution conduite par un certain groupe puisse changer la société, qu'elle devait changer d'elle-même graduellement. Et surtout, Marx le dénonce comme un petit bourgeois ballotté constamment entre le capital et le travail.
Et en effet, Proudhon a toujours refusé d'opposer l'un à l'autre. Au contraire, il a toujours voulu synthétiser les deux via le modèle de la coopérative. Et c'était ça que ne supportait pas Marx. Et donc, très clairement, Proudhon rejette d'un côté ce qu'il appelle les grandes associations capitalistes, organisées selon l'esprit de la féodalité mercantile et industrielle. Le capital s'accapare les métiers, mais il rejette aussi ce qu'il appelle les associations ouvrières, socialistes, qui centralisent les affaires du peuple et redistribuent de manière centralisée. Et donc, il cherche un tiers mécanisme contre la centralisation, qu'elle soit par le capital ou par la planification. Et c'est pour cela que son héritage est à chercher plutôt du côté de Jaurès, qui lui-même avait créé une bourse coopérative, que de Marx. Alors, quels seraient les grands principes, si vous voulez, du travail coopératif, selon Proudhon? D'abord, il y a cette importance absolue, je le répète, de la propriété privée qui donne à l'individu la pleine souveraineté sur lui-même. Et il utilise cette formule très critiquée des libéraux en disant « Certes, il y a des abus avec la propriété, mais avec le temps, ils se corrigeront, laissez faire. » Donc, c'est vrai que c'est un vrai libéral de gauche. Et puis, ce qui va avec la propriété, c'est le contrat. Et le contrat mutualiste, et pour Proudhon, devrait être la base véritablement de la société. C'est-à-dire, on ne commence pas par le contrat social en réunissant tout le monde et en essayant de faire émerger une volonté générale. On commence en bas, par un contrat entre individus ou entre entreprises, et on monte progressivement de degré en degré jusqu'à une organisation sociale collective. Il accepte, et ça c'est assez significatif pour l'époque, parce que ça veut dire qu'il accepte pleinement les principes de l'économie de marché, il accepte l'idée de la division du travail. Et il explique que c'est précisément la division du travail, grand thème d'Adam Smith, c'est précisément la division du travail qui génère tous ces petits foyers d'indépendance que sont les différents métiers spécialisés et qui peuvent ensuite se regrouper sous forme mutualiste, mais pas seulement. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez important à retenir, où il dit que le principe de la mutualité ne doit pas être appliqué là où il n'est possible ni au public de s'en rapporter à qu'il ne doit être appliqué, là où il n'est possible ni au public de s'en rapporter à l'industrie particulière, ni à celle-ci d'assumer les charges de courir seul les risques des entreprises. Autrement dit, il a conscience dès le début que le mutualisme n'est pas un modèle général pour l'organisation de l'économie. Et c'est d'ailleurs ça la force du capitalisme, que de permettre en son sein l'émergence de modèles alternatifs, concurrents, et qui peuvent rester marginaux. Et donc, arrêtons cette vaine sentimentalité qui voudrait élargir le mutualisme à tous les domaines économiques. C'est pour ça que, je crois que Benoît Hamon était là à un de vos congrès précédents, et il parlait du choc coopératif. Comment la puissance publique va encourager, alors je sais que ce n'est pas vrai pour toutes les coopératives, mais je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin va encourager l'esprit coopératif. Mais en fait, Proudhon ne dit pas ça du tout. Il dit la force de cet esprit coopératif, c'est qu'il émerge de manière spontanée, mais qu'il n'a pas vocation à se substituer au reste de l'organisation économique. Et donc, imposer le modèle coopératif, ce serait refaire, par un esprit mesquin et jaloux, les corporations féodales qu'a détruites la Révolution. Donc on est clairement dans l'économie de marché, dans une logique d'offre et de demande qui accepte la division du travail, propriété privée et le contrat. Maintenant, quels sont les grands principes du mutualisme selon lui? Alors je suis désolé, je ne vous cite pas un texte parce que c'est réparti dans différents textes, c'est assez pénible. D'abord, le fait que les sociétaires doivent rester, quels sont donc les grands principes de ce mutualisme? Les sociétaires doivent rester indépendants. Il est très important de préserver pour chaque sociétaire sa pleine et entière indépendance d'action. Autrement dit, il n'est pas question de collectiviser la propriété des différents sociétaires.
Et vous-même ne mettez pas le titre de propriété de vos magasins en commun. Seulement certains services qui vous sont rendus de manière collective. Ce qu'écrit Proudhon. Il faut que ce soit plutôt dans l'échange des bons offices et des produits que dans le groupement des forces et la communauté des travaux. Donc, premièrement, l'indépendance d'action. Deuxièmement, l'ouverture. Le fait que quiconque demande à y rentrer doit y être accepté, car l'exclusion lui est contraire. Bon. Et ensuite, et ça je trouve ça particulièrement intéressant, le fait que l'apport d'un capital n'est pas indispensable. Ou alors il peut être très modeste. L'apport d'un capital n'est plus indispensable dans la société mutualiste, il suffit pour être associé de garder dans les transactions la foi mutuelle. Mais en fait, cette foi, ce serment d'allégeance que vous faites en quelque sorte en rejoignant une mutuelle, c'est quelque chose qui vous contraint et en un sens, c'est du capital, de manière fictive. Donc la seule condition, c'est la fidélité, et cette fidélité, c'est en fait ce que vous donnez de vous-même à la coopérative. Donc vous voyez, on a là les préservations des grands principes libéraux, propriété privée, contrat, division du travail, récompense de l'effort, puisqu'on est rémunéré en fonction de la contribution qu'on a apportée, entreprise fondée par un capital et accumulation des profits. Je pense que les deux éléments fondamentaux qu'il décrit, qui singularisent la coopérative, c'est à la fois la démocratie d'entreprise assumée dès le début et volontairement, et deuxièmement, l'identité, la juxtaposition du propriétaire et du travailleur. Bref, c'est un capitalisme pour ceux qui n'ont pas de capital. C'est véritablement ce que dit Proudhon, quand il dit qu'un capital de départ n'est pas nécessaire. Un capitalisme pour ceux qui n'ont pas de capital, un libéralisme pour ceux qui n'ont pas de liberté. Ces principes ont été... je ne sais pas, vous connaissez l'histoire, j'imagine, que j'ai relue, mais... Enfin, que j'ai lu. Arrêtez de mentir en disant relire. Des équitables pionniers de Rochdale, hein, qui étaient ces premières coopératives qui a émergé, qui se référaient, eux, à Robert Owen, qui était un Britannique, mais qui lui-même avait influencé Proudhon, donc tout se tient. Et qui, effectivement, c'est ça qui m'a intéressé dans leur histoire, donc c'est des tisserands qui n'arrivaient pas à obtenir des hausses de salaire et qui se sont regroupés pour, en fait, construire le premier magasin coopératif. Ça n'avait plus rien à voir avec le tissage. Ce qui m'a intéressé dans leur histoire, c'est que d'abord, et puis donc au début, ça ne marchait pas très bien, peu à peu, ça a pris de l'ampleur. Ce qui m'a intéressé, c'est peut-être 2 ou 3 choses. D'abord, qu'ils se considéraient eux-mêmes comme des commerçants et des capitalistes, pas comme de l'économie sociale et solidaire. Qu'ils étaient rémunérés, enfin, ils se répartissaient les dividendes au prorata des achats. Donc, il y avait bien cette idée que vous recevez à mesure, en fonction de ce que vous avez contribué. Et enfin, qu'il y a une limite à ce modèle, et que quand ils ont voulu établir 2 filatures selon les mêmes principes, les sociétaires de ces filatures ont mis fin au droit du travailleur à participer aux bénéfices parce qu'il fallait lever plus de capital. Et donc, pareil, finalement, même problème entre Rochdale et Goldman Sachs, à deux échelles très différentes. C'est que le moment où vous voulez investir davantage, Goldman Sachs dans le proprietary trading ou Rochdale dans les filatures, vous vous heurtez un peu, je pense, enfin, ce que je comprends, au plafond de verre de l'esprit coopératif. Et puis, je suis à combien? Il me reste combien de temps? Il nous reste une petite dizaine de minutes. Ah bon? Oui. Oula. Et là, je ne suis pas libéral, je suis forcément très coercitif. Ah, effectivement, ouais. Bon, alors je vais juste vous dire que, comme je vous le disais au début, il faisait de ce mutualisme, de ce contrat, la forme originelle du contrat social, hein, par-delà, tout en deçà du contrat collectif rousseauiste, c'est qu'il imaginait que la société entière puisse être construite de manière volontaire sur ce principe mutualiste, ce qui supposait d'abolir la vieille loi d'unité et d'indivision, et qui, en fait, redécentralisait le pouvoir à des groupes locaux, fonctionnant sur les principes de la démocratie directe. Et là, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais si j'avais eu le temps pour faire une pause, je vous aurais raconté
mon aventure suisse, puisque j'ai été, le 1er mai dernier, assisté à une Landsgemeinde. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors, je suis désolé parce que c'est plus marrant que Proudhon, mais voilà, il faut faire des sacrifices. Et Landsgemeinde Suisse, c'est dans 2 cantons en Suisse. Ils maintiennent ce principe qui date quand même de 6 siècles, pardonnez du peu, de décider des lois du canton une fois par an, en réunissant l'ensemble de la population et en votant à main levée sur la place du village. Et donc, c'est de la vraie démocratie directe. Ça devrait être le modèle de Nuit debout, sauf qu'ils ont des chapeaux de feutre et des tyroliennes. Et j'ai trouvé cette expérience absolument remarquable. Ils discutent de détails de la vie du canton. Est-ce qu'il faut donner 2 ou 5 jours de congé aux fonctionnaires? Est-ce qu'il faut une route de contournement? Est-ce qu'il faut une subvention à la maison d'1 million, à la maison de la culture, etc. Et les citoyens prennent la parole sur l'estrade de manière extrêmement organisée, mais chacun peut aller prendre la parole et tout le monde vote. Donc, bon, alors je trouve que c'est la preuve que ça marche, mais tant pis, ce sera pour une autre fois. Donc, maintenant qu'on a, disons, posé le fait que la coopérative était fidèle à l'esprit même du capitalisme. On a Rochdahl d'un côté, Goldman Sachs de l'autre, et Proudhon, qui, vous voyez dans le détail des textes, est effectivement un libéral. Donc déjà, pour moi, je me sens mieux. Et ça me permet d'entrer de manière plus légère dans des problématiques qui peut-être vous tiennent plus à cœur, celle de la nouvelle économie, des freelancers et tout ça. Et comment le modèle coopératif s'inscrit là-dedans. Alors, bref, on vous parle sans doute beaucoup, enfin vous entendez beaucoup parler de l'émergence de l'entrepreneur indépendant, du freelance, etc. Donc, on lit tout sur le sujet. Donc, il y a l'étude d'Oxford à laquelle tout le monde se réfère, qui date de 2013, où effectivement, ils imaginent que 47% des emplois aux États-Unis, pas n'importe où dans le monde, sont à risque de robotisation, de plateformisation, etc. Le BCG dit 25%, Roland Berger dit 42%, et maintenant, vous avez une nouvelle étude du Center for European Economic Research qui dit 9%. Personne n'en sait rien. Et je remarque que le fantasme de l'automatisation et de la perte des emplois qu'elle entraînerait date quand même d'Aristote, quand il expliquait qu'il y a des esclaves, mais c'est provisoire, parce que quand les navettes pourront tisser toutes seules, il n'y aura plus besoin de travailler. Donc vous voyez, ça fait quand même 2500 ans qu'on tourne autour du sujet. Donc prudence. Néanmoins, il me semble que, au-delà des chiffres sur les pertes d'emplois engendrées par la nouvelle économie, il y a une nouvelle tendance culturelle qui est finalement, elle, plus claire et plus impressionnante, qui est effectivement le rapport que les jeunes générations, génération Z, Y, et d'ailleurs on va bientôt revenir à A, ça va être bizarre, entretiennent avec la notion même de travail. Et où effectivement le freelancing leur convient de manière plus culturelle qu'économique finalement. Alors, il y a 53 millions de freelances aux États-Unis aujourd'hui. Selon certains chiffres de Forbes, 50% de la force de travail américaine d'ici 2020. Et comme vous savez, beaucoup de ces freelances combinent plusieurs activités. Et moi, j'ai vu ça. D'abord, c'est un peu ce que j'ai fait, puisque je travaille dans une grosse entreprise et j'ai trouvé ça insupportable. Et ensuite, c'est ce que je vois quand je recrute des gens maintenant pour mon think tank. C'est le comportement de la génération Y par rapport au travail est incroyablement différent. Donc, par exemple, j'en avais recruté un pour s'occuper du développement, ça veut dire fundraising. Et je lui ai dit, il faut donc que tu appelles les gens pour demander des dons. Il me dit non, il faut refaire le site internet. Et je lui ai dit, non, je te dis qu'il faut appeler les gens. Il me dit non, il faut refaire le site internet. Je dis bon, refais le site internet. Donc il a fait le site internet, mais c'était en fait la bonne chose à faire. Donc en fait, il lui fallait le problème, puis lui, il voulait trouver la solution tout seul. Et puis, très motivé, tout ça, et au bout de 6 mois, il vient me voir, il me dit oui, depuis 15 jours, c'est un peu, ça ralentit. Ah oui, bon, d'accord. Il me fait donc, je pars lundi. Et donc c'est là que j'ai compris un peu le modèle du Y. Mais finalement, en un sens, c'est lui qui a raison, parce qu'il n'accepte pas de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour lui.
Et puis, dès que ça ralentit, hop, par ailleurs. Le problème, alors je passe sur un certain nombre de choses. Le problème, c'est que c'est la société qui n'est pas adaptée pour ce genre de comportement, qui sont des comportements finalement sains. Cette même personne était venue me voir en disant « il me faut un CDI », que je lui ai fait. Ça n'a pas duré longtemps, mais parce que c'est pas parce qu'il voulait un CDI, il n'en avait rien à fiche. C'est simplement parce que dans l'état actuel de la société, sans CDI, vous ne pouvez pas vous loger à Paris, même si vous avez un bon salaire, si vous n'avez pas de garantie des parents ou autre. Et donc, on comprend quand les jeunes qui sont à nuit debout. Le CDD n'est pas un problème en soi. Le CDD est un problème quand le marché du logement en fait un problème. Et toutes les normes sociales qu'on a élaborées sont des normes sociales, et tous les systèmes sociaux qu'on a construits, de solidarité, d'assurance, de droit du travail, sont faits pour une société du plein emploi dans des entreprises stables, qui ne correspondent plus aux évolutions culturelles. Beveridge, quand il a fondé les systèmes sociaux, enfin, l'idée de l'État-providence, idée qui vient de l'Angleterre, donc arrêtons de dire que l'Angleterre est le paradis des ultralibéraux, s'il vous plaît. Quand il a fondé l'État-providence, il disait exactement ça. Ça ne marche que si les gens ont des salaires réguliers dans des emplois permanents. Et tous nos systèmes ont été construits autour de cette idée. Et y compris les systèmes d'assistance d'allocation, de subvention, ont été construits selon l'idée qu'on tombe hors de l'emploi et que c'est par rapport à l'accident, à la malchance de la vie, que l'État-providence doit être là pour venir soutenir dans une passe difficile, mais toujours provisoire. Or, nous entrons dans un monde différent où cette passe difficile et provisoire devient un mode d'existence. C'est pour cela, mais on n'a pas le temps de développer, que nous développons depuis 2 ans cette idée du revenu universel qui n'a rien de généreux ni de redistributif, mais qui est simplement l'adaptation de nos systèmes sociaux, à coût constant d'ailleurs, à un monde où le filet de sécurité doit devenir beaucoup plus stable et prévisible et ajustable en fonction des revenus, qui sont des revenus qui fluctuent de mois en mois, et qu'on ne peut plus rester dans un système où il faut aller demander le RSA quand on est hors de l'emploi et selon tel critère et selon tel revenu, et avec un certain nombre d'indus, et puis d'impayés, et puis de délais, et tout ça. Ça n'est plus adapté à une société où tout le monde va avoir besoin du RSA, si vous voulez, qui s'ajustera ensuite en fonction des revenus, comme une sorte de super PPE. Bon, donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que cette société n'est pas du tout une société du partage des communs, comme le dit Rifkin, je pourrais développer ça. C'est une société ultra Uber, puisqu'on aime bien le terme d'Uber, c'est une société Uber capitaliste, où que cherchent les 20 millions d'utilisateurs de Blablacar, c'est d'optimiser les frais d'essence. Que cherchent les utilisateurs des 24 millions d'utilisateurs du boncoin.fr, c'est de trouver le meilleur deal. C'est pas de faire de l'échange. Et dans cette société, non seulement on n'a pas aboli le capital, mais au contraire, tout devient capital, des choses qui n'étaient pas capital avant. Ma maison devient capital sur Airbnb, ma voiture sur Wicar, ma caravane sur joloumoncampingcar.com, ma machine à laver sur lamachineduvoisin.fr, ma perceuse sur kiloutou.fr, ma chemise sur prêtachanger.fr. Et même les services que vous rendiez de voisin à voisin deviennent payants sur cet outil. Donc dans ce monde du partage, plus rien n'est gratuit, et des choses que vous ne considériez pas comme un capital deviennent des objets à rentabiliser. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais simplement il faut avoir les bons termes à l'esprit. Cette société du flux, du partage, de la plateformisation est une société ultra-capitaliste, avec propriété privée, contrat, capital et profit. Et donc dans un monde extrêmement individualisé. Je vous ai dit, donc les institutions doivent évoluer. Bon. Et par rapport à l'individu dans le monde du travail, je pense que ça conduit à 3 options dont la coopérative en sera une. Soit vous coulisez le précariat et vous dites, bon, c'est bon, les gens sont des espèces d'auto-entrepreneurs virables à merci, enfin, qui ne sont pas virables d'ailleurs parce qu'ils n'appartiennent pas à l'entreprise, salariés à la tâche, mais vous le rendez cool en utilisant des termes hyper branchés
pour dire que ce qu'ils font est en fait très sympa, que c'est horizontal, que c'est autonome. Alors là, j'ai trouvé plein d'exemples, que c'est l'holacratie, je ne sais quoi. Vous avez par exemple une compagnie américaine de software qui s'appelle Valve, qui dit, nous, depuis 1996, c'est génial, on est boss free, hein, on n'a plus de boss. Ils expliquent que le management est freewheeling, innovative, machin, machin. Et après, il y a une petite note en bas de page qui dit que quand même les fondateurs retiennent la propriété de l'entreprise et mettent les décisions et font les décisions stratégiques. Donc, vous avez coulisé le précariat, mais vous n'avez pas résolu le problème. L'autre option, donc pour ces travailleurs individuels, autonomes, libéralisés, tout ce que vous voulez, c'est l'option syndicale. Constituer des syndicats d'indépendants. Ça se développe beaucoup aux États-Unis, puisque la Freelancer Union, qui a quand même 15 ans maintenant, qui était au cœur de la campagne américaine d'ailleurs avant que ça déraille, est forte de 260 000 membres et négocie directement avec Barack Obama. Donc les freelances ont constitué une force sociale et réclament un certain nombre de droits, de protection, etc. Encore une fois, cette idée de la gig economy, de l'économie du petit boulot, était un des grands thèmes de la campagne d'Hillary Clinton, même si elle a plutôt l'approche de requalification en contrat de travail traditionnel. Et la plupart, beaucoup de think tanks, dont le mien, tournent autour de cette idée de construire des droits pour l'actif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le droit du travail de l'ère industrielle distingue entre le salarié, qui a un certain nombre de droits, et l'entrepreneur qui, lui, prend ses risques économiques et juridiques. Or, vous ne pouvez pas considérer que le chauffeur Uber et tout ce qui est apparenté est un entrepreneur à part entière. Néanmoins, il serait complètement contre-productif de le faire rebasculer dans la case salarié. Donc, il faut trouver un socle, un statut, un socle de droit pour cette nouvelle forme de travail. Nous, on a appelé ça statut de l'actif. J'ai vu qu'il y a un autre think tank qui appelait ça le guild des actifs. Enfin, tout le monde tourne autour de ça. Et j'avais d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez vu lors de l'histoire des VTC et des taxis, là, éternel, les VTC avaient constitué un syndicat à un moment donné. Et j'avais trouvé ça très intéressant. J'avais appelé le patron de ce nouveau syndicat. Il m'avait dit on ne fait pas ça pour réclamer les droits des salariés. On a très bien compris le fait qu'on était notre propre patron. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on cherche. Quand vous parlez aux chauffeurs VTC, ils le disent quand même de manière extrêmement explicite et réfléchie. En revanche, précisément, on ne veut pas, puisqu'on n'est pas salarié, on ne veut pas qu'Uber se comporte envers nous avec une relation de subordination. Et que donc, il nous impose de ne pas parler politique aux clients, nous baisse les prix sans nous le dire, ou nous exclut de la plateforme quand bon leur semble. On veut que Uber reste une simple plateforme. Et ça, c'est vraiment au cœur du sujet. La création donc, de ce genre de syndicat est une chose tout à fait saine. Je rappelle que le Bastia, dont je parlais au début, est le premier à avoir fait à l'Assemblée nationale un discours pour le droit syndical. C'était les libéraux qui ont le premier défendu le droit syndical, au nom de la liberté d'association des individus et de la liberté des individus de s'associer pour négocier leur force de travail. C'est exactement ce que cherchent aujourd'hui les chauffeurs VTC. Ça revient, si vous voulez, un peu aux origines du syndicalisme. Et puis, voilà, troisième option, pour cette espèce de réseau frétillant d'indépendants, c'est la coopérative. Et alors, j'ai vu qu'on appelait ça, aux États-Unis, le New Mutualism. Il y a quelque chose qui s'appelle le Interaction Institute for Social Change, qui a conceptualisé ce nouveau mutualisme avec une charte en disant, nous, le précariat, nous devons créer des institutions alternatives, contrôlées par nous-mêmes plutôt que par les grandes entreprises, les grandes plateformes, et créer des coopératives locales. Et que donc, il y aurait une réponse mutualiste au problème de la gig économie, du précariat, etc. Avec les mêmes principes de propriété jointe du capital, liés aux bénéfices plus qu'aux profits, etc., etc. Un des universitaires américains qui travaille là-dessus. Et puisque on parlait des VTC, et bien précisément, et je finirai par là, rassurez-vous, il y a une nouvelle compagnie de VTC très intéressante, étudiée donc par un professeur d'Harvard, qui s'appelle Lazouz. Et donc, Lazouz, c'est une start-up israélienne qui fait fonctionner des VTC en coopérative. Les VTC se sont regroupés pour partager la propriété de la plateforme.
Alors c'est encore plus compliqué que ça, puisque l'argent qu'il gagne, il le gagne en zouz. La zouz, c'est une monnaie. Et le zouz est lié au bitcoin. Et le zouz est produit par l'effort, c'est-à-dire la création monétaire, si vous voulez, du zouz, produit par l'effort du chauffeur lui-même. Et par son kilométrage, etc. Mais apparemment, ça marche. Donc vous avez toutes les grandes caractéristiques de la coopérative que l'on connaît, que vous connaissez, à savoir que le client, consommateur, utilisateur est propriétaire via les zouz, puisque les zouz, c'est à la fois la monnaie et ce qui permet de posséder la plateforme, puisque les zouz sont issus sur une blockchain de manière continue et décentralisée, qu'il n'y a pas une personne qui les émet. Que la gouvernance est collective, puisqu'ils s'accordent sur les règles en fonction de leur poids dans la communauté qui s'attribue tous les mois. Alors ça a l'air assez complexe, mais enfin bon, c'est un modèle, et puis c'est viable. Et qui sont rémunérés en fonction de leur contribution, c'est-à-dire de l'effort réel qu'ils font, donc via cette monnaie, le zouz. Vous avez aussi dans le secteur, là pour le coup, de la consommation, le Fairmando, qui est un peu l'IB coopératif, où chacun doit d'abord s'inscrire et payer pour devenir membre d'une coopérative donc de commerce en ligne, en fait. Voilà. Donc, et ce même professeur d'Harvard, là, qui étudie ces modèles-là, qui s'appelle Trebor Scholz, écrit bien, et là, vous allez voir, on retrouve notre Proudhon, écrit bien que ces coopératives ne sont pas une panacée pour tous les maux, tous les travers des plateformes capitalistes, mais qu'elles peuvent permettre de construire un modèle alternatif qui n'est pas un modèle qui a prétention à se substituer à l'autre, mais simplement, par des associations volontaires, à permettre à des gens d'épouser des principes de propriété qui sont différents. Et c'est là qu'on revient aux critères de la congruence évoqués par Tirole et que je mentionnais au tout début, ce long exposé, qui est que ça marche pour les chauffeurs de la zouz et pour les clients de Fairmando parce qu'ils partagent le même horizon de temps et les mêmes intérêts. Les chauffeurs VTC sont relativement interchangeables, non pas des poids en capital, des intérêts, des initiatives complètement divergentes. Voilà, et donc je conclurai juste en disant que si personne ne lave une voiture de location, utilisons la zouz plutôt qu'Uber. Merci Gaspard. Restez quelques instants. Ah oui. Restez quelques instants ici. Donc, effectivement, je n'avais jamais compris pourquoi je ne lavais pas de voiture de location, mais maintenant je l'ai compris. Encore que, de plus en plus, les loueurs rajoutent dans leurs conditions générales de location qu'il y aura des frais de nettoyage si elles sont sales. Donc, peut-être qu'un jour, effectivement, on finira par laver nos voitures de location. Plus sérieusement, vous êtes reparti très très loin, mais à ce qui est la source de ce qui réunit beaucoup de ceux qui sont ici en coopérative. Avoir un horizon de temps comparable, c'est ce que vous avez dit dans quelques-uns des fondements de ce qu'étaient ces associations, et des besoins ou des attentes communes qui fait que, eh bien, si on a le même horizon de temps et qu'on a finalement peu ou prou les mêmes besoins, autant essayer de le faire ensemble. Quelques questions. Alors, j'ai cru comprendre que finalement, le modèle coopératif qu'on présente parfois comme la troisième voie entre le modèle libéral, le modèle capitaliste et le modèle plutôt socialiste, en fait, vous le mettez clairement dans le registre capitaliste, il n'y a pas de troisième voie. La coopérative n'est pas cette troisième voie que certains décrivent. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, c'est un peu réducteur. Après, on peut toujours changer les termes et les concepts un peu comme on veut. Mais sur le principe. Mais c'est vrai que ça me semble une manière d'utiliser le capitalisme, de faire fonctionner le capitalisme, mais qui est véritablement basée sur le principe du capitalisme, qui est le capital, l'intérêt privé et le profit, si on prend ces trois-là, qui donc s'inscrit complètement là-dedans, mais ensuite change demain la propriété et introduit une forme de gouvernance démocratique. Et encore une fois, le fait que Goldman réponde aux critères de la coopérative, soit un partnership, etc., et on voit, quand on regarde le détail de leurs discussions, qu'ils manient exactement les mêmes problèmes, l'horizon de temps, la collégialité, la coopération versus quelque chose de beaucoup plus court-termiste, montre bien qu'on est dans deux modes d'appropriation possibles de l'économie de marché, mais qui restent profondément capitalistes. Et c'est finalement ce que dit Proudhon dans ce texte, où il explique que les deux modèles ne sont pas contradictoires l'un à l'autre et que rien ne serait plus dommageable que d'essayer d'en imposer un sur l'autre. Dans ce qui est l'évolution contemporaine de l'économie que vous avez décrit pour terminer, en quoi le modèle coopératif est-il armé ou moins armé
pour ne pas se laisser distancer, pour être toujours dans le match? Est-ce qu'il a en gros des forces et des faiblesses par rapport à ce que vous sentez de l'évolution économique? Si on pense à cette nouvelle économie digitale, etc., je pense que sa grande force, c'est que là, Proudhon disait, c'est du capitalisme pour ceux qui n'ont pas de capital. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, en fait, ce capital va être constitué essentiellement des données, des data. Et que les données d'un chauffeur VTC, et que finalement, c'est là-dessus que ces grandes plateformes font une fortune. C'est sur les data, plus que sur les services qu'elles rendent, pour la plupart d'entre elles. Et donc, le chauffeur VTC, ces data, ou les data qu'il a collectées auprès de ses clients, ne valent rien si elles ne sont pas agrégées à celles des autres. Et donc, précisément, cette nécessité de l'agrégation fait qu'on peut voir une myriade de gens sans capital qui, agrégeant à la fois leur force de travail, mais aussi les données qu'ils peuvent collecter, après, sur la question de la collecte des données, c'est un autre sujet, mais enfin, voilà, peuvent reconstituer justement un capital important, qui sera un capital, en fait, de données et de travail, mais aussi de données. Voilà. Et deuxièmement, on dit souvent que l'univers des startups est peu capitalistique, c'est-à-dire que la mise de départ en capital n'est pas forcément très importante, parce qu'en utilisant les outils digitaux, on arrive à limiter les coûts et que c'est du service, etc. Et là aussi, c'est quelque chose qui semble relativement adapté à l'esprit coopératif. Enfin, après, je ne peux pas m'avancer davantage. Le capital, en gros, c'est la data. Quand je vois, ça vous paraîtra peut-être très terre à terre, mais dans certaines coopératives, à quel point c'est difficile encore aujourd'hui d'avoir des systèmes de caisse communs, ne serait-ce que pour agréger la data de vos ventes et en faire quelque chose d'intelligent. Je me dis que pour le coup, là, il faut, si vous avez besoin de quelques arguments pour faire redescendre ça en interne chez vous, là, au moins, vous n'en manquez pas. Vous avez évoqué tout à l'heure, restons sur le thème du capital, le plafond de verre. Les coopératives ont plus de difficultés à mobiliser du capital, ou en tous les cas dans des proportions importantes, notamment pour financer leur développement, leur expansion, voire peut-être même des acquisitions pour avoir une activité purement capitaliste en dessous d'une structure coopérative. Ça ne peut pas s'arranger, ça. Ça, c'est pas grave. Chacun peut rester à son échelle. Ouais, sauf que si ça constitue une faiblesse de leur modèle... C'est pas une faiblesse, c'est le fait que c'est un modèle différent, qui va donc être dans un périmètre qui va être peut-être plus restreint ou plus limité, mais qui peut parfaitement fonctionner au sein de ce périmètre. Pas besoin de conquérir le monde. Alors, dans ce que vous disiez aussi, tout devient capital tout à l'heure, ça me faisait penser, même l'affectif devient capital. Aujourd'hui, vous avez l'application qui s'appelle Rent a Friend, où vous allez, alors on ne parle pas de relations hors qu'amicales, donc c'est pour vous dire que du capital... Non, je vous rassure, Jean-Louis est tout de suite inquiet, parce que les banquiers sont quand même tellement puritains, c'est bien connu. Je vous rassure, tout ça est tout à fait normé. Tout devient capital. Est-ce que les coopératives ont du capital que n'ont pas les modèles concurrents ? Mais les banquiers vont créer des dérivés d'amitié, ça va être une nouvelle bulle. Et des options, des calls, des puts, évidemment, c'est vrai. Suis-je bête? Non. Est-ce que les coopératives ont des éléments de capitaux, au sens très global du terme, hein, vous l'avez dit, le capital, ce n'est pas que sonnant et trébuchant, que n'ont pas les autres formes économiques? Là, je reviendrai à ce que disait Proudhon quand il disait, finalement, la spécificité de leur capital, c'est la foi qu'ils accordent à l'association elle-même. Et c'est ça, finalement, plus que l'apport en capital, c'est ça leur contribution. Et cette foi même est en un sens du capital. C'est comme ça que je m'en tirerai. Donc il faut presque une dimension messianique dans chaque coopérative, ou en tous les cas... Mais la foi, c'est-à-dire le fait de s'attacher pour un certain nombre d'années. Oui, et puis de croire au projet commun, parce que ça revient à ça. Ça peut être contractuel aussi. Ça peut se matérialiser de manière contractuelle. Et ça, c'est quelque chose que n'ont pas, pour le coup, au moins les autres formes d'organisation d'entreprise. Et ce qu'on entend là à demi-mot, notamment pour ceux qui sont à la tête de coopératives, c'est qu'au-delà de l'efficience des moyens que vous mettez en place, ce qui compte, c'est la force du projet commun, que tout le monde partage ou non, parce que peut-être que par moment, au nom de ce projet commun, il va falloir prendre des chemins qui apparaissent moins évidents à certains, mais c'est tout aussi important ça que les moyens qui seront mis en œuvre. C'est ce que j'ai entendu. En tous les cas, merci Gaspard, vous pouvez l'applaudir à nouveau, il nous a amené loin, mais c'est le but.